À un moment donné, tu es vis-à-vis un choix. Tu te choisis toi ou tu choisis la pérennité de ton entreprise? Je suis devenu associé avec quelqu'un qui était 20 ans plus jeune que moi. J'en avais besoin. Oui. J'étais fatigué. Oui. Ça a donné du sang neuf. Oui. Fait que cette lâcher-prise-là, il n'a pas été facile. J'ai eu de la misère. J'ai toujours donné. J'ai toujours fait comme beaucoup d'entrepreneurs, sollicité constamment. Puis là, tu te demandes comment tu vas faire exactement pour redonner. Oui. Puis moi, mon engagement était clair et sans équivoque. Redonner davantage. Sauf que c'est facile à dire, mais comment? Fait que j'ai dit, moi, je voudrais faire un cheminement personnel, une planification stratégique au niveau philanthropique, puis au niveau personnel, où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux laisser? Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. François Caron, bienvenue. Cléo, merci de l'invitation. Super contente que tu sois ici, François. Tu es président et cofondateur de Trika, mais je te décrirais comme un entrepreneur au service de la jeunesse. Merci. Ça fait-tu du sens si on y va comme ça? Oui. Alors aujourd'hui, on a un gros épisode. On n'était pas capable d'arrêter de jaser juste avant de débuter cet épisode-là, tellement qu'on a de beaux sujets à couvrir. Tu es un homme d'exception. Tu as à cœur la philanthropie aujourd'hui, après plus de 40 ans dans ta business. Et aujourd'hui, je veux qu'on comprenne ton histoire. Dans mon podcast, le mot « histoire » est très important. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps, dans un premier temps, de connaître François. Et en passant, François, c'est le nom de mon fils. Ah oui, OK. Oui, fait que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les François. C'est pour ça que j'ai choisi son nom. Je trouve que les François, c'est des gens qui sont des bons vivants, des fonceurs, des ambitieux. Fait que je suis très heureuse de t'avoir ici. Puis j'aimerais ça que tu commences par me raconter ton histoire à toi. Eh bien, merci. Mon histoire à moi, je suis une personne passionnée. Je suis un rêveur. Je vais en parler pendant ton émission de rêve. Oui. Parce que pour moi, tout commence par un rêve. Mais je suis un passionné dans la vie. Puis je suis quelqu'un qui est curieux, qui aime se dépasser, d'aller plus loin, d'aller voir plus loin. Y a-t-il une meilleure méthode? L'innovation, pour moi, c'est omniprésent dans ma vie depuis toujours. Ça m'anime depuis tout le temps. Et puis... Mais t'es né où? Tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Même pas. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, au contraire. Et puis, je suis né à Québec, mais j'ai été élevé ici à Sainte-Thérèse. OK. Fait que j'ai fait toutes mes études ici à Sainte-Thérèse. Et puis, c'est vraiment ici que je me suis développé comme être humain. Puis, je dis souvent dans le garage chez mes parents. Ah oui. Où j'ai vraiment débuté, où j'ai vraiment commencé à travailler de mes mains et puis à développer mon talent. Ton talent. Mais là, attends, tu vas trop vite, là. Moi, je veux comprendre, là. Je veux poser des questions. Vas-y. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai lu en faisant mes recherches, c'est que tu as commencé ton entreprise, Trika, qui a aujourd'hui 40 ans d'existence. Bien, 38 ans cette année. 38 ans cette année. Mais ça va faire 40 ans cet automne que je suis un entrepreneur. Que tu es entrepreneur. J'ai débuté auparavant, 1 an et demi, presque 2 ans auparavant, avant de démarrer Trika avec mon frère et mon cousin. Oui. Parce qu'on était 3 carons quand on a démarré Trika. Fait qu'on a appelé ça Trika pour 3 carons. Trika, 3 carons, le jeu de mots. OK. C'est pour ça qu'on a démarré ça. Mais j'ai vraiment démarré en affaires pendant que j'étais au cégep. Ici, au cégep Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. Oui. C'est là que... Parce que pour moi, mon rêve de fou dans la vie, c'était de devenir un entrepreneur.
J'ai toujours mais où voulu c'est devenir un venu entrepreneur. cette idée-là? T'as-tu des images, des inspirations? D'où ça vient, ça? De dire, regarde, tu te rappelles-tu du moment où tu as dit, je veux devenir un entrepreneur? Ah oui, c'est clair dans ma tête. C'était quoi ce moment-là? C'était vraiment dans la presse. OK. J'étais camelot. Je passais le journal, moi, dans mon quartier. Oui. À partir de l'âge de 11 ans, mon père, à partir de maintenant, tu es logé nourri, mais il faut que tu trouves un salaire, il faut que tu trouves une façon de gagner ta vie pour pouvoir payer tes dépenses. Et puis, j'ai commencé à devenir camelot. Et puis, je lisais la presse, le cahier vraiment économique de la presse me fascinait. Et fait que moi, là, les frères Lemaire, Monsieur Coutu, les Bombardiers, c'était mes héros de jeunesse. Je regardais ça, puis je me disais, hey, c'est des batailleurs, c'est des battants. Ils se battaient contre le Canada anglais à cette époque-là. Hein? Oui. Et puis, je lisais ces histoires-là, c'était inspirant. Puis je me disais, c'est ça que je voudrais être un jour. Ce que j'appelle mon rêve de fou. Oui, je comprends. C'est un rêve de fou, mais j'avais rien pour devenir un entrepreneur dans la vie. J'avais personne dans mon entourage qui était des entrepreneurs. J'avais pas d'argent. Puis j'étais surtout pas bon à l'école. OK. Et ça a été, ma jeunesse a été teintée vraiment par t'es pas bon à l'école, puis t'es pas bon tout court. Ça les fait dire, là. Hey, je me l'ai fait dire plus qu'une fois. OK. Et puis aussi, l'intimidation me le rappelait à tous les jours quand j'allais à l'école. Oh, OK. J'ai vécu l'intimidation à partir de la première journée, première année à l'école. Ça a été vraiment marquant. Pourquoi moi? Je dis jamais que j'ai été victime. Je n'étais pas une victime, mais je l'ai subi à tous les jours. Pourquoi moi? Pourquoi toi, tu subis de l'intimidation? Oui. Tu le sais pas vraiment. Non. Mais quand ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. On dirait que ça te lâche pas non plus, hein? Ça te lâche pas. Ça m'a pas lâché, ça m'a lâché à la fin de mon secondaire. OK. Fait que tout ça, à un moment donné, ça finit par miner vraiment là, ton développement de toi quand tu es un enfant, quand tu es un adolescent. Oui. Et puis, en plus, que tu n'es pas bon à l'école, j'avais un déficit d'attention, mais à cette époque-là, c'était pas diagnostiqué. rien. Hein? Tu avais 2 catégories, les bons, les pas bons. Ben, j'étais dans la catégorie pas bon. C'était pas compliqué. Quand j'ai rencontré mes parents, ben, votre fils n'est pas doué pour l'école, puis il n'est pas bon à l'école, ben c'était ça. Et puis tes frères, toi, tu as dit que tu avais un frère? Hey, j'ai 2 frères. Tu as 2 frères? 2 frères, une sœur. Puis eux autres, ça s'est-tu bien passé, l'école? Ça s'est bien passé, l'école. Et puis, eux autres, c'était mieux que moi. Je suis le plus jeune de la famille. Puis, t'es le bébé, toi? Je suis le bébé. Puis, je suis rentré à l'école. Ben, j'étais le plus jeune tout le temps dans ma classe. J'ai un corps frêle, comme tu peux voir. Les muscles n'ont jamais poussé sur moi. C'était facile d'être le plus grand, mais le moins fort de la classe. Puis c'était facile pour les autres de m'intimider. Oui. Je trouvais le monde extérieur hostile à cette époque-là. Hein, oui. Qui était plus hostile, qui était moins moi. Dans les couleurs, ben, j'étais un bleu-vert, moi, dans les vies. Fait que plus introverti, plus analytique. Dans l'analytique et tout ça. Fait que c'était difficile pour moi. L'école. Oui. Mais en même temps, j'étais poussé par des rêves. Oui. J'étais poussé par des rêves de fou qui étaient plus forts que la réalité que j'étais. Bien, c'est ça. C'est que tu t'es accroché à ça. Tu t'es forgé, j'imagine, ta propre histoire, ta propre perception à toi et ta propre ambition. Effectivement. Puis c'est ça qu'il faut croire. Puis ça, c'est la petite voix qu'on a en dedans qui est ici. Oui, là, hein? oui. Qui est en dedans, qui est là souvent. Puis que la tête te dit d'autres choses, ben voici ce que les autres pensent de toi dans la vie, voici ce que la vie te force à être ou les autres autour de toi. Oui. Mais tu as la petite voix en dedans qui dit non. L'intuition qui est là. Tu es capable, tu peux te dépasser, tu peux aller plus loin. Et toi, tu en es un exemple. J'en suis un exemple. Et aujourd'hui, tu redonnes, puis tu veux que les gens comprennent que ça, c'est possible. Oui. Mais ça part de ta propre expérience aussi. Hein? Effectivement. Ça part de là. Et là, quand tu dis que tu décides, fait que là, tu as cette petite voix-là, tu vis une enfance, le dernier de famille, pas facile, etc. Mais en même temps, tu surfes là-dedans, mais il y a des grands rêves. Et là, tu décides de partir ton entreprise. De quelle façon, à quel âge? Fait que là, on comprend que vous êtes 3. Oui. Mais il faut que j'aille un petit peu plus avant. Parce que je suis au service de la jeunesse. Puis pour moi, les jeunes, il faut bien comprendre que quand tu rêves d'être un entrepreneur, tu ne commences pas avec une usine ou avec une grosse entreprise en partant. Non. L'entrepreneuriat, ça s'apprend tranquillement, pas vite, par un paquet d'expériences. Passer le journal, pour moi, ça a été, à partir de l'âge de 11 ans, 12 ans, c'est une forme d'entrepreneuriat. Oui. J'ai échangé un service, un produit, j'allais collecter l'argent dans ce temps-là. C'était de la vraie argent qu'on s'échangeait. Là. Oui. Okay. Avec des scènes. Il fallait aller cogner à la porte des gens, dire, ben voici combien ça coûtait pour la semaine. Si tu étais chanceux, tu avais un pourboire de 25 sous.
Et puis, à partir de là, tu gagnais durement ton argent. Mais c'est les balbutiements qui te préparent vers l'entrepreneuriat. Puis ça, c'est tellement important pour les jeunes. Oui. Puis comprendre aussi, pour des adultes entrepreneurs aujourd'hui, que c'est là que ça commence pour plusieurs personnes. Oui. Puis après ça, de tondre le gazon pour un voisin. Puis après ça, d'aller déneiger ses marches l'hiver. De rendre un service en échange de dollars. Oui. De comprendre le besoin d'un client. Puis comment tu peux répondre à ce besoin-là en échange des sous, de l'argent que tu peux réinvestir dans une pelle neuve pour l'hiver prochain. Oui, exact. Puis on oublie souvent, puis on pense tout le temps qu'un jeune entrepreneur doit avoir un plan d'affaires incroyable, puis partir. Attends, là, c'est ça qui te prépare. C'est des petites actions. C'est des petites actions. Puis après ça, j'ai commencé à acheter, j'ai étudié en mécanique automobile à Polyvalente Sainte-Thérèse. Et puis j'ai commencé à acheter des voitures, vendre des voitures, des pièces de voitures, acheter 2 chars, les monter ensemble, en le revendre un. Puis avec toutes les erreurs qui arrivent, puis toutes les choses qui t'apprends. Tu es en apprentissage de l'entrepreneuriat. Exact. Bien, c'est vraiment ça qui m'a préparé. Puis c'est vraiment ça que je stimule les jeunes. Fais-le. Oui. Vas-y. Et puis j'encourage les jeunes. Il n'y a pas de petit entrepreneuriat. Non. C'est vraiment des valeurs entrepreneuriales que tu apprends au fur et à mesure. Exact. Puis qui te met toujours dans une position où tu rencontres quelqu'un, qui te met en contact avec quelqu'un, qui te met en contact avec quelqu'un. C'est exactement ça, mon cheminement, de la façon que ça s'est passé. Et puis, j'ai commencé ensuite, quand j'avais 19 ans, à travailler pour un importateur de tapis orientaux, des tapis comme ça, là, qui sont à terre de même. Et puis, ma job était simple. J'étais ici à Boisbriand, à genoux sur le plancher de béton. Je déroulais les tapis, je les inspectais, je les roulais dans un entrepôt pas chauffé, puis on les expédiait. C'était un ami de la famille à cette époque-là. Puis c'était un anglophone, puis il me disait toujours, il n'y a pas de bon présentoir pour présenter mes carpettes. Fait que, pas de bon présentoir, un besoin. Oui. Moi, je suis créatif. Je prends mon papier, un crayon, je commence à dessiner un présentoir. Et puis, je présente ça. Regarde, c'est ça que tu aurais besoin. Tu augmenterais tes ventes. Comme toujours, hein? C'est quoi la réponse? Tu penses qu'il me dit, hein? Et non, ça ne marchera pas. Ouais. C'est pas bon, c'est pas ça. Là, tu as le choix. Tu t'arrêtes, puis ou bien de bord, tu oses. Tu fais preuve d'audace, puis tu continues. J'en ai construit un rack à tapis. Moi, j'y croyais à ce rack à tapis-là. Je le voyais, je l'imaginais. C'était un rêve de fou. C'était ici, c'était plus fort que moi. Ouais. Je vais en faire un. J'ai acheté du tuyau à Muffler, puis j'ai acheté un paquet d'affaires. Je construis ça dans le garage chez mes parents. C'est plus haut que le garage, c'est plus grand. Il faut que je le monte dans l'entrée. Je le démonte le soir, je le rentre à l'intérieur. Je prends des photos, j'y montre ça à mon patron. Qu'est-ce que t'en penses? La réponse, c'était, je te l'ai dit, c'est pas bon, ça ne marchera pas. Hein? C'est souvent ça. Comment il y a de gens qui se font dire ça? Combien il y a de gens, puis combien il y a de gens qui arrêtent là? Oui. Puis j'ai l'occasion souvent de raconter mon histoire devant un paquet de jeunes entrepreneurs, tout ça. Puis je demande tout le temps, mais quelle réaction? Qu'est-ce que tu fais quand tu te fais dire non comme ça? Puis la plupart, ils disent, tu recommences, tu repars. Non, tu brailles ta vie. Oui, c'est ça pareil. C'est ton rêve, tu te fais péter ta balloune. Oui. C'est ton rêve le plus fort. C'est en dedans de toi. Hey, j'avais mis 1 000 $ pour construire ce présentoir-là. 1 000 $. Je rappelle que le salaire minimum était 4,75 à cette époque-là. Toutes tes économies, c'est toute tes vies. Mais oui. C'est le balbutiement de l'entrepreneuriat. Bien, c'est clair. Hein? Puis à partir de là, je me fais dire non, mais je lui ai dit, écoute, je te le donne, il faut que ça sorte du garage de chez mes parents. Tu as un salon du couvre-plancher à Toronto, présente-le, puis qui sait, tu sais. Puis quand il est revenu de là, il a dit, ouais, là, j'ai un problème. Les magasins Léon en veulent tout pour tous leurs magasins, puis ils sont prêts à acheter mes carpettes si je leur fournis un présentoir. Wow! Fait que j'avais 20 ans, c'était ma réponse que j'avais besoin dans la vie. Mais là, il faut que tu les fabriques, ces racks-là. Il faut que tu les fasses. Il faut que tu te lances. C'est là que j'ai appris, là, le conseil qu'on m'avait donné, puis le conseil que je donne à tout le monde, les mots les plus magiques de la vie qu'on m'a enseigné. Oui. Peux-tu m'aider, s'il vous plaît? C'est des mots magiques qu'on m'a enseignés. Puis ces mots-là, je les utilise encore à tous les jours, toutes les semaines. Peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Hein? Avec de la gratitude, avec une intention profonde. Puis les gens sont généreux, en général. Puis j'ai un cousin qui m'a aidé. Ben oui, je vais t'aider. Je le connaissais même pas, mon cousin. Il m'a aidé.
construire les premiers, à faire les premiers. Puis j'ai utilisé ces mots magiques-là tout le long de ma vie. OK. Vraiment en entrepreneuriat. Puis je les utilise encore sur une base régulière. Il ne faut pas régulière. avoir peur de demander. Hein? Non, Souvent, on pense peur. qu'on est capable toute seule, mais ça ne nous aide pas plus, tu sais. Non. Exact. Si tu veux que les autres vraiment t'aident, te redonnent, puis il y a tellement de monde prêt à redonner, t'en côtoies plein, hein, Cléo? Oui. Des gens qui sont prêts à redonner. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec la phrase « fake it till you make it ». Oui. Hey, t'en vois plein d'entrepreneurs, toi, Cléo, aussi, hein? Ah, je sais. T'es 100 000 à l'heure, ceux qui fake. Ah, tellement. T'as-tu le goût de les aider, ceux-là? Non. Pas en tout. Non, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai toujours 2 critères. Puis je pense que tu sais, quand tu dis comment tu as été forgé, puis comment tu as bâti cette pensée-là, ce mindset-là, c'est que tu as fait preuve d'humilité, mais en même temps, tu étais ambitieux. Oui. Puis regarde dans n'importe quel livre d'affaires, de leadership, Et voilà. c'est les 2 critères les plus importants. Oui. Humility and will. Humility and ambition. C'est no ego and ambition. Tu sais, c'est comme... Fait que puis toi, ça revient un petit peu, tu parles souvent du grit, tu sais, le grit, la persévérance, la passion. C'est quoi persévérance, passion, résilience? Résilience, qui est les 3 ingrédients hein, qui sont vraiment essentiels. Oui. Puis de là, de ne pas tomber dans l'acharnement. Oui. De savoir faire des pivots aussi en même temps, mais d'être persévérant, de croire à son rêve, croire qu'on est capable, qu'on peut se dépasser, même si on n'a pas tout ce qu'il faut. Exact. Puis s'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher de l'aide. Veux-tu, je vais te dire, on va faire une parenthèse, ça m'amène tellement à quelque part où je suis en ce moment. Là, toi, tu le fais au niveau des jeunes. Oui. Moi, présentement, j'ai découvert le Modern Elder Academy avec Chip Conley. Mm-hmm. OK? Lui, j'en parle souvent sur mes podcasts. Lui, dans le fond, ça arrive souvent quand tu vends ton entreprise. Puis on va revenir à ton entreprise, puis je veux que tu me parles un peu de ton cheminement. À un moment donné, quand tu vends ou que tu es en transition, il y a une perte de purpose, OK, de raison d'être. Tu ne sais plus quitter, tu ne sais plus c'est quoi ta valeur. Ouais. Toi, tu as été capable de faire cette belle transition-là pour retrouver la philanthropie. Puis c'est pour ça que ça va être important de comprendre ton parcours. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de gens, comme il y a des jeunes qui s'arrêtent à cette idée-là, comme il y a des entrepreneurs qui vont dire « been there, done that, I'm done ». Mais c'est pas ça. Non. C'est tellement pas ça. Fait que là, il y a aussi la phase, une fois que tu as terminé ton cycle d'entrepreneur dans ton succès ou dans ta carrière, et Chip Conley appelait ça un quotient transitionnel. Puis il faut être bon. Comme un jeune qui est à l'école, à un moment donné, s'il veut partir son entreprise, il faut qu'il y ait un quotient transitionnel, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter, de changer, il ne se décourage pas. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Tu sais, les changements, les transitions. Tu comprends ça? Je peux t'en parler longtemps. Oui, hein? Ben, c'est ça. Fait qu'on revient à ton histoire, ça me fait penser à ça. Mais c'est tellement puissant. Puis tu sais, je le vois, puis là, j'ai comme d'avoir un flash de dire, OK, mais toi, tu le fais au niveau de la jeunesse. Moi, je veux aider les entrepreneurs quand ils ont atteint un certain niveau d'hypercroissance. Ouais. Comment qu'ils retrouvent le purpose next phase of their life. Ouais. Puis comment les 50 prochaines années peuvent être plus belles que les 50 premières. Parce que les 50 premières, tu veux être dans l'ego, tu te prouves. À un moment donné, tu n'as plus rien à prouver. Tu veux redonner. Exactement où tu es rendu. Ouais. Bien, j'aimerais ça qu'on parle de période de transition. Oui. Cette année, je vais fêter... Moi, je vais avoir 60 ans cette année. Là. Oui. Puis je vais fêter mes 40e années en entrepreneuriat. C'est pas rien. C'est pas rien, tu sais, c'est pas rien. Puis je suis content, je le vis jeune en plus. Fait que j'ai encore de l'énergie, j'ai encore du gaz. Et puis, 40 ans, c'est 4 décennies. Oui. Je te dirais, dans ces 4 décennies-là, j'ai eu tellement de périodes de transition. Oui. Tout au long de ces années-là. Puis, tu le dis, on peut s'attacher à qui on est, à qui on était, à notre ego, à ce qu'on veut. Mais la vie t'emmène à être obligé de vivre des transitions dans ta vie. À plusieurs niveaux. Oui. Et puis, j'ai vécu plusieurs transitions. C'est des transitions pas faciles. Oui, hein? Pas faciles, qui sont extrêmement difficiles. Chaque crise que j'ai vécue, des crises économiques ou des difficultés entrepreneuriales, familiales ou autres, t'emmènent à te repositionner et à te remettre en question. Et étant donné que je suis quelqu'un qui est fort en innovation, innover, que je suis curieux,
Oui. Je recherche des réponses à mes questions. Ma femme me dit tout le temps, tu te poses plus de questions que la moyenne des gens sur la Terre. Mais oui, je suis comme ça, mais je cherche mes réponses. Oui. Et puis je continue mon cheminement intellectuel. Mais c'est des bouleversements émotionnels constants. Oui. Mais je pense que ça fait partie des montagnes russes d'être entrepreneur. Oui. Mais en même temps, il y a du beau là-dedans. Il y a du beau. Puis chaque phase m'a toujours emmené vers une phase meilleure. Oui. Même s'il y avait des difficultés dans chacune de ces phases. Justement, pour m'expliquer, parce que là, quand on parle de Trica, là, pour que les gens connaissent Trica, dans le fond, moi, j'ai toujours l'image de quand tu t'en vas un samedi qui pleut chez Maison Corbeil et que tu as le goût de rêver des beaux meubles haut de gamme, hyper design pour ta maison, c'est Trica. C'est ça. OK, c'est comme ça que je le vois. Fait que raconte-nous un peu. Fait que tu as commencé à voir ton cousin qui t'a accompagné pour faire tes présentoirs. Mais comment, là, après ça, raconte-nous un peu pour peut-être justement tes transitions puis ton histoire à travers Trica. Bien, à travers ça, à travers le temps, alors... aujourd'hui, Trica, où c'est rendu, c'est une entreprise de meubles, comme tu as dit, contemporain, haut de gamme, qu'on vend, nous, aux magasins de meubles qui revendent nos meubles aux consommateurs ensuite. Oui. Donc, on vend à Maison Corbeil, comme tu as nommé, mais on vend dans des magasins comme Maison Corbeil partout à travers les États-Unis et le Canada. Donc, on a quand même une grande distribution chez plus de 400 détaillants. OK. Fait que ça donne une idée un petit peu de l'entreprise où on est rendu. Et l'usine est à Saint-Jérôme. Ben okay, oui, l'usine est à Saint-Jérôme. Exact. On va faire le lien tout à l'heure avec Saint-Jérôme. Fait que je réalise que je ne pourrais pas réussir seul comme entrepreneur. Mon frère avait un rêve entrepreneurial, lui aussi. Puis il était vraiment ce qu'on appelle un intégrateur, mon frère. Moi, j'étais plus le visionnaire dans l'entreprise. Mon cousin, lui, qui nous a donné un coup de main à partir, puis qu'après, il a réalisé qu'il y avait déjà une entreprise, c'était pas pour lui, puis il a décidé de quitter. J'ai resté avec mon frère pendant plusieurs années, 29 ans en fait. Puis mon frère était vraiment le style d'intégrateur, puis on a commencé ensemble. C'est vraiment les balbutiements. Là, j'aimerais ça revenir un peu en arrière dans les années 80, quand on est parti. Là, moi, j'ai parti en 86, personnellement. Trica a été fondé en 88. Si on se souvient de ces années-là, c'était des crises économiques une après l'autre. C'était des taux d'intérêt extrêmement élevés. C'était un taux de chômage à 13 il faut se souvenir que c'est extrêmement difficile. Les conditions n'étaient pas gagnantes. Plusieurs entreprises fermaient. Le libre-échange allait commencer. Puis ils disaient, on va se faire envahir par les États-Unis. Toutes les entreprises québécoises, canadiennes vont fermer. Tout était contre toi. Il n'y avait pas de subvention pour les jeunes entrepreneurs. Il n'y avait aucun aide. Il n'y avait rien. Puis ton podcast n'existait pas. OK? Fait qu'on va partir de là pour vraiment comprendre dans quel contexte qu'on est parti. Oui. Fait qu'on s'est loué un petit local, mon frère et moi, à Beaubriand, puis on a commencé 1000 pieds carrés, puis on a commencé, mon frère, à couper les tubes. Moi, j'ai appris à souder avec mon cousin parce qu'on travaille beaucoup l'acier chez Trica. C'est un des matériaux, en plus du bois, puis la porcelaine, le rembourrage, tout ça, c'est des matériaux qu'on travaille. Et puis c'est comme ça vraiment qu'on a commencé à la dure. Ouais, puis difficile, là. Pas d'argent. Puis on se disait, mon frère avait fait un plan d'affaires incroyable. Mon frère était vraiment bon. Lui, il était vraiment, vraiment bon là-dedans. Puis il a fait un plan d'affaires. Il avait tout monté ça. Dans 6 mois, on se donne notre première paye. Dans 6 mois, ça va bien aller parce que lui, il avait quitté un bon emploi, très bien rémunéré, pour venir me rejoindre. Oui, fait que là, tu veux que ça marche. Tu veux que ça marche. Ça n'a pas pris 6 mois, ça a pris 6 ans avant qu'on ait notre premier chèque de paye. Et vous avez persisté. On a persisté. On a persisté, on a travaillé comme ça se peut pas. Ça a été une période extrêmement difficile. Là, c'est quoi? T'as quoi? 20 ans? 20 à 26 peut-être? 20 à 27, oui. À 27 ans, j'ai eu mon premier chèque de paye. Et puis mon frère aussi. Puis je te dis, là, mon chèque de paye était plus petit que ceux de nos employés à l'époque. Oui. OK? Mais on en avait un à tous les semaines. Oui. J'étais riche, là. C'était incroyable. C'était comme le... Fait qu'on parle de différentes périodes. Hein? La période où vraiment tu démarres ton entreprise, tu y crois, mais tout est contre toi. Oui. Oui. C'est pas facile. Non. Puis tu te remets en question, puis tout d'un coup, ça commence à décoller ton affaire. Ça commence à partir. Tu payes un chèque de paye. Mais là, c'est une transition, c'est un pivot, là. Oui. C'est un pivot, puis tu en côtoies plein d'entrepreneurs qui sont dans cette position-là. Puis à un moment donné, tu dois changer ta posture.
Oui. Je suis plus juste un soudeur. Je suis plus juste un peintre. Je suis un employeur. Puis ça te demande un changement de posture. Un changement vraiment là, de mindset. Puis ensuite de ça, on a continué notre croissance comme ça. Puis on a su s'entourer. On était tellement... Et je vais répéter souvent le mot chance. OK? Je crois beaucoup qu'il y a un grand pourcentage de chance en affaires. Les gens vont dire, non, j'ai fait ma chance. Non, tu étais à la bonne place au bon moment. Crois-moi, j'ai été à la mauvaise place au mauvais moment aussi souvent dans ma vie. Mais en même temps, il y a un concept, par exemple, que Jim Collins appelle « the return on luck ». C'est ça. C'est lorsqu'il y a une opportunité, comment tu la prends, cette opportunité-là, puis qu'est-ce que tu fais avec? Comment te positionner, vous savez. Exactement. Great by Choice, son livre qui est vraiment extraordinaire, hein, qui est vraiment un livre extraordinaire qui va parler de la chance puis des moins bonnes chances qu'il y a en affaires. Et puis, on a toujours su rebondir sur ces chances-là, puis on a toujours su rebondir aussi sur nos malchances. Oui. Et ça, c'est important. Puis on a eu la chance, nous, d'être entourés, d'être bien entourés par des gens que, quand j'ai créé mon premier comité consultatif avec mon frère, on a créé notre premier comité en 2000. Ça fait déjà un bon bout de temps de ça. Quand c'est pas encore vraiment la mode de créer ça. Oui. À cette époque-là. Et puis, on s'est entouré des meilleurs. On était chanceux. Écoute, j'ai eu Jean-Pierre Léger avec nous autres, qu'on a eu, qu'on a approché, qu'on a osé, qu'on a appelé, qu'on a fait un cold call. Robert Normand, qui est un grand financier, Jean-Guy Belair. Ces trois hommes-là, ils ont dit, on ne peut pas les laisser tout seuls, on va leur donner un coup de main. Hein, tu sais, quand je dis, apprendre à demander de l'aide. Oui. Hein? Puis, à partir de là, ils nous ont donné du temps pendant 4 ans de temps, qui ont été avec nous, qui nous ont accompagnés, qui nous ont montré comment se positionner. C'était des plus grandes leçons de ma vie. Comment positionner ton entreprise? Comment créer de la valeur? Comment créer de la richesse? Oui. Et puis, ça a été extraordinaire. Puis mon frère, lui, qui était vraiment là, l'intégrateur de l'entreprise, qui a compris ça aussi rapidement, puis qu'on a décidé à partir de là, c'est quoi le marché? Vers quoi on doit aller? Où on peut créer de la valeur? Comment on peut créer de la valeur avec notre produit? Et puis créer de la richesse. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment mieux positionné l'entreprise, qu'on a arrêté de vivre le chaos, hein? D'avoir un bon mois, 2 mauvais mois, un bon mois, un mois correct. Le moral qui suit les résultats financiers. Constamment. Puis tu as des produits que tu fais de l'argent, tu as des produits que tu perds de l'argent, tu as des produits qui t'arrivent kiff-kiff, qu'au bout du compte, tu arrives kiff-kiff à la fin de l'année. Tu es sur la ligne. Comment arriver à avoir une analyse critique, de prendre une distance puis de dire, ça prend quoi? Mm-hmm. Ça prend quoi pour vraiment là, créer une richesse, créer de la valeur, puis créer une entreprise qui est solide, puis qui peut réinvestir dans son entreprise, puis qui peut poursuivre sa croissance, puis aller au-delà de nos rêves, aller plus loin que qu'est-ce qu'on veut obtenir. Fait que c'est les leçons qu'on a obtenues de ces gens-là d'affaires qui nous ont vraiment bien entourés, puis qu'on a développé une recette. Moi, j'appelle ça, c'est notre recette, la recette TRICA, qui est basée sur des chiffres, qui est basée sur des marges, qui est basée sur, après ça, comment on va faire pour créer un produit à haute valeur ajoutée? Mm-hmm. Comment on va faire pour offrir un service à haute valeur ajoutée? Mm-hmm. Puis, la perception de la valeur est extrêmement importante pour un entrepreneur. Oui. Dans ce qu'on offre, tout est là. Tout est là. Tout est là. T'en côtoies plein d'entrepreneurs, t'en vois plein. Tout est dans la perception de la valeur, au-delà de la valeur de ce que tu vends ou ce que tu fais ou ce que tu offres. D'ailleurs, il y a un bon livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelle « Confession of a Pricing Man » de M. Mann, M-A-N-N. Et lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que si présentement, vous avez de la misère, vous êtes pris dans une guerre de prix, c'est parce que vous n'avez pas une bonne perception de valeur de vos clients. Donc là, tu sais, c'est exactement ça. C'est ça, right? Moi, je donne l'exemple souvent des jeunes entrepreneurs qui me posent des questions. Je leur explique, tu as déjà été sur l'autoroute 15 ici, direction sud, est bloquée le matin, de 6 h à 9h30 à peu près. Mais entre 9h30 et 5 h l'après-midi, il n'y a personne dessus. Là. Pourquoi tu vas te foutre dans le trafic à cette heure-là? Mm-hmm. Pourquoi tu positionnes ton entreprise dans le trafic? Tu ne pourras pas aller plus vite que l'auto qui est en avant de toi. Oui. Tu ne pourras pas te démarquer.
Là, tu as plein de choix qui s'offrent à toi. Là. Déménage, rapproche-toi, passe en dehors des heures, prends d'autres petites routes qui sont sur le côté. C'est comme ça que tu crées de la valeur, puis tu peux aller plus rapidement, tu peux te différencier. Oui. Fait que c'est vraiment imagé comme idée, mais c'est vraiment important d'aller positionner son entreprise comme il faut. De créer de la valeur. Que cette valeur-là soit facilement reconnaissable. Oui. Quand il faut que tu l'expliques pendant 2 heures de temps, ta plus-value, là, ça ne marche pas. OK? Je vais te donner l'exemple. Tu vas magasiner une voiture. Tu n'es pas mécanicienne. Puis là, je vais te présenter 2 marques. Tu as Hyundai d'un côté. Tu fermes la porte, tu comprends. Tu vas chez Mercedes, tu fermes la porte, c'est pas le même bruit. Tu n'es pas mécanicienne, mais tu le sais que... Ouais. Attends, il y en a une qui a une valeur supplémentaire que l'autre. Oui. Puis, oui, bon, ben il y a le prix qui est à côté, qui est affiché, c'est pas le même prix. À partir de là, c'est une question de choix, puis c'est une question de budget. Oui. Mais tu as compris rapidement c'est quoi la différence entre les deux. Exact. Puis c'est ça qu'il faut que ton client soit capable de distinguer rapidement. Oui. Cette distinction-là, cette valeur-là, cette plus-value-là. Puis c'est ce qu'on s'est fait enseigner par un maître au Québec, Jean-Pierre Léger, que lui, il l'a compris rapidement avec ses restaurants à l'époque, avec le poulet. Et puis, c'est ce qu'on a essayé de répliquer, nous autres, mais dans l'ameublement. Oui. Puis là, bon, les gens vont dire « Ah, ben ouais, mais le meuble, c'est pas pareil, c'est pas pareil. » Effectivement, c'est pas pareil. J'ai pas inventé la chaise, en passant. Pas moi qui l'ai inventé. C'est le produit principal que je fabrique. Oui. Je l'ai pas inventé, ça fait des centaines d'années que ça existe. Ça a 3 composantes d'une chaise. 4 pattes, un siège, un dossier. Il faut que je le réinvente à tous les années. Il faut que je me distingue. Il y a des manufacturiers à travers le monde. 100 fois meilleurs que moi. Oui. Puis on se bat pas à armes égales. Oui. Il y en a qui ont plus de matières premières, il y en a qui ont une main-d'œuvre moins chère que la mienne. Et puis, ça se vend partout. Oui. Comment tu fais pour te distinguer là-dedans? Oui. Comment tu fais pour... Dans un océan rouge, un peu. Oui. Moi, je dis souvent, j'étais un petit poisson rouge dans un océan au complet, puis c'est plein de requins. Là. Oui. Mais comment tu fais pour te distinguer? Comment tu fais pour te distinguer dans ton marché? Tout ça. Puis c'est ce qu'au fur et à mesure des années, mon frère et moi, qu'on a réussi à faire. Oui. À distinguer, à se positionner, à faire les bons pivots au bon moment dans l'entreprise pour pouvoir continuer notre croissance. Oui. Puis on a vite réalisé que pour pouvoir écouler le produit, niché, moi je dis tout le temps, c'est une micro-niche, c'est même pas une niche, mon enfant. Oui, c'est ça, oui, je comprends. C'est une micro-niche. Ben, j'ai besoin de 400 millions de population pour écouler mon volume. OK. Il faut que j'aille aux États-Unis, il faut que j'aille à travers le Canada. OK. On vend un peu aussi dans quelques pays à travers le monde. Mais ça me prend 400 millions de population pour pouvoir vendre mon produit, la perception de valeur, le créneau que j'ai choisi. Oui. Fait que, il faut que tu soutiennes ça, ce développement-là. Là, tu vas te dire, oui, mais ça prend de l'argent pour développer ton marché. Oui, mais ça prend des produits qui sont à haute perception de valeur pour pouvoir financer ton développement de marché. Exact. Puis c'est ça qu'on a commencé à faire. Puis tout au long de notre évolution... Puis il faut que tu produises, puis il faut que tu développes ton réseau de 400 détaillants. À travers tout ça. Fait que c'est ça qu'on a réussi vraiment à développer. Oui. Puis on a commencé à faire des salons aux États-Unis, mon frère et moi. Puis c'était drôle parce que le premier représentant qu'on a embauché aux États-Unis, je parlais avec lui, j'étais dans une exposition, ça allait bien mon affaire. Oui. Je parlais avec lui, toute la patente. Puis à un moment donné, il m'interrompt, Alan Bernstein, je vais toujours me souvenir de lui. Attends une seconde. Dans quelle langue tu es en train de me parler? Je parlais même pas anglais, puis j'étais aux États-Unis dans une exposition à essayer de vendre nos produits. Mais tu sais, pas peur de rien. Pas peur de rien. Oui. Pas peur du ridicule. Je te dirais que ça vient entre autres par l'intimidation. Oui. OK? Watch me. Qu'à un moment donné, ça devient que j'ai pas peur du ridicule. Là. J'ai pas peur de faire rire de moi. Ça a été l'histoire de mon enfance. Exact. Je reviens un petit peu à ça, par en arrière. Fait que c'est comme ça qu'on a bâti notre entreprise, puis mon frère et moi, puis qu'on a grossi tranquillement, pas vite, puis qu'on a stabilisé tout ça. Oui. Puis qu'on a bâti l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui.
Et puis, dans ce cheminement-là, puis là, à un moment donné, on a vécu 80 de nos ventes étaient aux États-Unis. Le dollar était 1,65 $. Hein. C'était des années extraordinaires. 2007 est arrivé, juste avant la crise, où il y a eu une inondation des produits asiatiques dans l'ameublement. En même temps, il y a eu vraiment la crise financière de 2008, où la plupart de mes clients ont fermé. Quand ce n'était pas mes clients qui fermaient, c'est leur banque qui faisait faillite. Exact. C'est une période extrêmement difficile. Puis là, on a vécu une décroissance incroyable. On parle de phase et de transition dans les vies. Tu as une belle entreprise, ça s'en va comme ça. Tu es en hyper-croissance. Tout est beau. Puis là, tout d'un coup, tu as un vent de face. Mm-hmm. C'est même plus un vent de face, c'est une claque d'en face que tu as. Puis là, tu dois te remettre en question. Hein? Mais attends, là. J'étais-tu juste chanceux? J'étais-tu bon? Comment je vais faire pour réinventer mon entreprise? Est-ce que je suis mieux de lâcher cette entreprise-là? Partir ailleurs, faire autre chose? Parce que là, on était en chute libre, en décroissance, puis pas seulement nous, mais tout le secteur de l'ameublement au Québec. Malheureusement, plusieurs entreprises ont fermé à cette époque-là. Hein? 2009, 2010, 2011, c'était extrêmement difficile. Puis moi, je me suis dit avec mon frère, on l'a parti une fois, cette entreprise-là, on va en partir 2 fois. Okay. On se réessaye. Fait que là, je rechange ma posture, je retourne dans l'usine, puis je redéveloppe des produits. Je regarde voir dans quel créneau qu'on peut redévelopper, où on peut partir, c'est quoi le segment, qu'est-ce qui reste, où on peut s'en aller. Et puis, le temps nous a donné raison à ce niveau-là d'être persévérant, d'y croire encore. Oui. Et puis de continuer à développer notre entreprise, notre modèle d'affaires. Que ça a été vraiment extraordinaire. Toute cette période-là de revivre un redémarrage. Oui. Puis là, à cette époque-là, c'est en 2010, 2011, 2012, puis là, tu réinvestis de l'argent dans ton entreprise. Souvent, c'est ton fonds de pension, là. Oui, puis je vais y revenir là-dessus, sur le fonds de pension. Puis là, tout le monde te dit, fais pas ça. Deviens un distributeur, fais fabriquer en Asie, fabrique plus ici, c'est fini l'avenir industriel ici. Le temps nous a donné raison encore une fois. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu as combien d'employés? On est 150. 150, c'est quand même une belle gang, là, ça. C'est une belle gang. Oui. Vraiment une belle gang. Vraiment, vraiment le fun. Et puis, au fur et à mesure des années, l'équipe, la transition qui a changé à travers tout ça. Fait que ça a été vraiment intéressant là, de suivre cette évolution. Il y a différentes phases, mais dans les dernières années, tu as annoncé aussi un partenariat. Oui. Mon frère a décidé, lui, de se retirer de l'entreprise. Après 29 ans, il a dit, écoute, moi, je veux faire autre chose. Et puis, on est arrivé à une croisée des chemins. Et puis, il y a eu toujours des décisions difficiles quand tu arrives dans une croisée des chemins, dans un Y. Hein? Puis, tu vois le signe du Y, quand tu arrives au milieu, tu dois choisir à gauche ou à droite. Il y a un petit piquant au centre. Là. Ouais. C'est la place où on aime se tenir souvent, le petit piquant. Ouais. Puis qu'on a des difficultés à prendre un des chemins à gauche ou à droite qu'on doit aller. On parlait de transition tout à l'heure, on parle de choix difficiles, on parle de changement encore une fois. Comment je vais réagir, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais. C'est assez difficile. Et puis à ce moment-là, quand mon frère est arrivé avec une vision, moi j'avais une vision où s'en aller dans cette croisée-là, mais on avait un jeune repreneur avec nous. Puis le jeune repreneur, écoute, quand on l'a embauché, Alexandre Paquette, il avait 28 ans. C'était un CPA. Et puis lui, il a été vraiment embauché pour reprendre les tâches de mon frère et éventuellement racheter les actions de l'entreprise pour reprendre l'entreprise. Et puis, 3 ans après, quand il a fini son mandat, on a commencé à faire le transfert et puis il a racheté les actions de mon frère. Il est devenu mon associé. Oui. Fait que je suis devenu associé avec quelqu'un qui était 20 ans plus jeune que moi. Mais ça, c'est le fun. C'était... c'est plus que le fun. Parce que non, mais ça doit faire un vent de changement. Ça doit faire, tu sais, à un moment donné, tu es tellement, tu sais, c'est comme been there, done that, ou tu sais, what you got here won't get you there. Tu sais, ce qui t'a amené ici, c'est parce que là, tu as du sang nouveau, mais ça a dû aussi changer dans vos pratiques, dans vos façons de faire. Énormément. Oui. Fait que tu as 2 volets dans ta question. Je vais commencer par la première, le vent de fraîcheur. Oui. J'en avais besoin. Là. Oui. J'avais 50 ans à ce moment-là. J'étais fatigué. Oui. J'étais épuisé, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, après des années à traîner ton entreprise. Je vais avoir 50 ans. Puis
OK, oui. Puis c'est une période de transition. C'est une période où tu dis, attends une minute là, tu prends conscience un petit peu plus de ta finitude. Oui. Tu prends un petit peu plus conscience, OK, il me reste combien d'années là? Combien d'années là, en santé? Combien d'années en forme? Combien d'années encore je veux faire ça? Combien d'années je vais être entrepreneur encore? Puis quelle énergie qui me reste dans ma tank à gaz? Oui. OK? Fait qu'à partir de là, comment je vais le faire? Mon frère aussi était fatigué aussi à cette époque-là, puis lui, il a décidé de se retirer. Moi, j'ai encore du fun, j'aime ça, l'entrepreneuriat. J'aime mon entreprise, mais j'ai plus encore cette énergie-là, puis cette force-là que j'avais. Là. Oui. Puis ça, c'est la beauté quand tu es un hyperactif, tu as un petit peu plus de gaz que la majorité des gens dans la vie, même quand tu vieillis ensuite, mais quand même, tu te fatigues un petit peu plus vite. Puis il fallait que tu penses peut-être au futur aussi, puis de voir les choses différemment. Oui, mes enfants étaient un peu trop jeunes à cette époque-là pour pouvoir penser qu'ils pouvaient être des releveurs ou venir avec moi, tout ça. Fait que Alexandre était là, il était vraiment le côté intégrateur que moi, j'avais moins. Hein. Moi, je suis plus le visionnaire, le positionnement de produits, de marques, vraiment vers où on va, comment on le fait. Et puis, comment on innove, comment on réinvente la chaise et les meubles à tous les années pour plaire, suivre la mode, la tendance. Lui, il était plus vraiment avec son côté CPA et puis tout ça, puis son côté fonceur, que lui, c'est un rouge-jaune. Et puis, qui était prête, là, des jeunes trentaines, les manches relevées jusque-là, là, prête à foncer. Fait, ça donnait du sang neuf. Oui. Puis ça, j'en avais besoin. Oui. J'étais fatigué. Oui. J'étais essoufflé. J'étais dans une remise en question personnelle à plusieurs niveaux dans ma vie. Puis j'avais plusieurs questions, comme bien des entrepreneurs, pas le temps de répondre à ça, puis on pousse ça vers le bas. Ah, là. Tellement. Il y en a beaucoup. Puis on se dit, plus tard, j'aurai le temps de répondre à ces questions-là. Quand je vais avoir atteint ce milestone-là, quand je vais arriver là, je vais prendre le temps de prendre soin de moi et de réfléchir. Mais là, ça s'accumule. Oui. Fait que là, il est arrivé en 109. Puis là, tu te dis, hey, wow, c'est juste positif. Non. C'est difficile. Oui. Quand tu étais un leader, quelqu'un arrive, il y a du 109, il veut prendre sa place. Là, ça te remet en question. Quelle place que tu lègues? Quelle place que tu laisses? Tu ne laisses pas de place? Allez, il va s'en aller, il ne restera pas. Tu laisses trop de place? Alors, attends une minute, c'est pas lui qui est parti de cette entreprise-là. C'est ça. Tu sais, comment tu te réinventes, exact. Comment tu te réinventes? Ça a été une période de ma vie où j'ai dû encore une fois me remettre beaucoup en question dans ma posture, dans mon rôle, dans ton ego. Hein? T'es qui? T'es reconnu pourquoi? Pour comment? Ta minute, là, c'est... Il y en a tellement, tu sais, que l'identité de l'organisation, de la business est leur propre identité. Voilà. D'où le reprenariat aujourd'hui qui est très difficile. Oui. Je te dirais que le reprenariat aujourd'hui, ça me fait rire parce que je regarde ça aller puis c'est juste une question de chiffre, de ratio puis de baya, là. Non. Pas ça. Ça, c'est mathématique. Oui, exact. Okay? La vraie question est émotionnelle. Exact. La vraie question est personnelle. Et c'est 95 %. Le reste, là, il y a plein de spécialistes pour s'occuper du reste. Toi, comment tu y es arrivé? C'est un bel exemple de ça. Là. Tu sais, tu me disais justement que tu es capable d'avoir une belle équipe en place. Bien, à un moment donné, tu es vis-à-vis un choix. Tu te choisis toi ou tu choisis la pérennité de ton entreprise? Oui. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu choisis ton équipe que tu es en train de mettre en place. Tu leur laisses la place, la vraie place, là. Ou tu continues de garder la place et tu leur dis, ils ne prennent pas leur place. Ben oui, mais tu es assis dans le fauteuil. Oui. Ils ne peuvent pas prendre la place. Les gens vont prendre la place que tu leur laisses. Exact. Puis, j'ai laissé la place et elle ne prend pas. Oui, mais c'est sûr, tu as la tête au-dessus de son épaule constamment. Tu es tout le temps là. Ou ton fantôme est dans la pièce même quand tu n'es pas là. C'est ça. Il y a pas puis beaucoup la notion de confiance aussi. Hein? Bien, de confiance. Et puis, à un moment donné, la ligne est mince en me dire, qu'est-ce qu'il ferait François? Ou qu'est-ce que moi je vais faire? Puis il y a toute la notion de pérennisation, il y avait la bonne recette, donc qu'est-ce qu'il ferait François dans une situation comme ça? Mais en même temps,
C'est eux autres qu'il faut qu'ils prennent le lead de la décision. Fait que ce lâcher-prise-là, il n'a pas été facile. J'ai eu de la misère. Il a fallu que je me parle. Ben là, ça fait 30 ans que c'est ta business. Tu vas là tous les matins, maintenant. Je m'en ai dit des mots d'église. Oui, hein? J'en doute pas. Mais est-ce que mais 10 ans plus tard, est-ce que tu as l'impression d'avoir compris, d'y être arrivé? Je pense que oui. De la bonne façon, puis tout le temps, j'ai été parfait, puis j'ai eu une ligne droite, mais un cheminement extraordinaire. Non, mais quand je me compare à plusieurs entrepreneurs, oui. Puis c'est à ce moment-là que je comprenais un petit peu plus comment laisser la place, comment donner de la place aux autres davantage dans l'entreprise. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, attends, il faut que je prenne une pause là, parce que j'ai beaucoup de difficultés, je ne vois plus clair. Ma pause à moi, ça a été d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui. À 54 ans, j'arrive là-bas, je suis le plus vieux de ma cohorte. Oui. Tu sais, puis tu as une belle entreprise qui va bien, mais j'avais besoin d'une pause dans ma vie, d'un moment de réflexion à moi. Puis l'école d'entrepreneurship de Beauce a cet effet-là magnifique, si tu le fais vraiment, de te déraciner de ton entreprise pendant 5 jours. Oui. Sur une base régulière, 12 fois. Oui. Sur 2 ans. Puis ça a été des moments où, là, je pense à moi. Qu'est-ce que je veux, là? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je veux faire? Ils sont très bons pour travailler sur l'humain entrepreneur. Oui. Ils sont excellents. Puis tu as le choix. Tu joues le jeu, t'embarques ou t'embarques pas. Moi, je suis cheap dans la vie. Okay? Au prix que j'ai payé, j'embarque. Je vais toujours bien avoir un retour sur mon investissement. Moi, avoir un retour, je me donne à plein, j'embarque, je me donne. Oui. Et puis, j'en profite. Toutes les questions que j'ai pas pu répondre, puis que j'ai enfoui dans le fin fond pendant toutes ces années-là, toutes mes frustrations, toutes les difficultés de la vie que j'ai dit, c'est pas grave. Oui. Là, je les laisse remonter, là, puis je les règle l'un après l'autre. Ah, génial. Ça a été une des plus belles périodes de ma vie où je me suis réinventé totalement à partir de là. Oui. Où là, à partir de là, j'ai pu me remettre de l'avant. Puis j'ai pu faire ce que tu dis, devenir François. Oui. OK? Parce que moi, je ne m'appelais pas François auparavant. Hein. J'étais les frères Caron, le gars de meubles, le gars qui fait des meubles à Saint-Jérôme. C'était le Frenchie pour les Américains. J'étais tout. J'étais le président de Trica, le cofondateur. J'étais tout, sauf François dans la vie. Oui. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, regarde, moi, je veux devenir François. Puis le François d'aujourd'hui, c'est qui? Le François d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus connecté sur moi-même. Oui. Beaucoup plus groundé, beaucoup plus centré dans le moment présent qu'auparavant. Je pourrais te montrer plein de photos de famille, des beaux voyages qu'on a fait. Tu me vois sa photo, là, avec mes enfants, ma femme, puis je suis pas là. Oui. Oui. Je suis pas là. Pourtant, je suis sa photo. Être dans le moment présent, être là, être plus groundé avec les autres qui sont autour de nous. Pas pressé par le après. Même si je suis quelqu'un encore dans l'innovation, puis dans le projeté. Puis même si ça ne t'empêche pas d'être ambitieux puis d'avoir des grands rêves. Exactement. Fou. Ah oui. Hein? De fou, mais d'être plus groundé, d'être plus là avec moi-même aussi. Mieux me comprendre, mieux comprendre les émotions que je vis. Oui. Qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là que je vis? Puis on parlait de grandes émotions tantôt, quand tu fais de la place aux autres dans ton entreprise, ça te remet en question sur qui tu es. Oui. C'est quoi ton rôle? Si tu n'as pas pris le temps de préparer ta transition comme il faut, de préparer vraiment ta garde rapprochée, tes gens autour de toi, tu es perdu pendant longtemps. Là. Oui. Puis j'ai eu la chance à l'école d'entrepreneurship de Beauce de faire la connaissance d'Yvon Charret, d'ancien président de l'Industrielle Alliance, que lui nous a parlé de la garde rapprochée, de s'entourer. Oui. Des garde-fous dans ta vie. D'avoir des garde-fous dans ta vie. D'établir déjà d'avance, c'est qui tes garde-fous? Oui. C'est qui te garde dans la voie solide, là, en qui tu peux dire, cette personne-là, là, j'y fais confiance pour tel type de décision. Oui. Cette personne-là, j'y fais confiance pour tel type de décision dans ma vie.
Puis de dire, à partir d'aujourd'hui, ma garde rapprochée que je vais avoir créée autour de moi, quand ils vont parler, qu'ils vont dire quelque chose, je vais lui faire confiance. Ou cette personne-là, je ne lui ferai pas confiance pour tel sujet. Oui. Ma femme est un de mes plus grands garde-fous. Oui. Mais pas pour toutes. Exact. C'est ça. Ben oui. Mais pas pour toutes. Exactement. Mais j'ai appris Oui. à faire plus confiance à ma femme en plusieurs choses. À dire, OK, non, je vais la laisser l'idée là-dessus. Puis d'avoir une autre posture, d'avoir un autre rôle, de laisser les gens autour de moi plus briller à ce niveau-là. Oui, exact. Super. Fait que là, on voit que, tu sais, ça a eu une transformation extraordinaire pour toi, le EB. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des gens comme ça sur le podcast. Et là, je pense que quand François s'est retrouvé puis connecté avec le François, il s'est reconnecté au jeune François aussi. Puis tu as eu comme un rêve de vouloir vraiment aider. Oui. Redonner. Hein. Je vais commencer par ça, redonner, créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est pas juste de l'argent. C'est créer de la valeur. Oui. C'est créer des relations. C'est de créer vraiment là, une entreprise ou créer des liens familiaux. C'est de créer de la valeur autour de toi. C'est de créer de la richesse. Oui. Puis j'ai compris encore plus ce que ça voulait dire, créer de la richesse. Et puis, à un moment donné, il faut que tu viennes à redistribuer de la richesse. Oui. C'est quoi redistribuer de la richesse? Comment tu redistribues de la richesse? Et puis, d'avoir été confronté à ça. Puis, pour créer de la richesse, Cléo, si tu me permets, j'aimerais ça faire une parenthèse puis parler de Warren Buffett. Oui. Oui. Sinon, c'est bien ça. S'il y en a un qui a compris c'est quoi créer de la richesse, puis lui, il dit c'est 3 ingrédients. C'est vraiment l'épargne systématique. Oui. C'est d'épargner systématiquement, régulièrement. C'est pas le montant qui compte, c'est le systématique là-dedans. Oui. Okay? La rigueur, la discipline. La rigueur, la discipline. La deuxième chose, c'est le temps. Il faut commencer jeune, il faut créer de la richesse, il faut créer de la valeur, puis il faut répéter les mêmes choses constamment dans le temps, commencer le plus jeune possible. Puis la troisième des choses, c'est les intérêts composés. Oui. L'intérêt sur l'intérêt, ce que tu bâtis. Hein. Oui. Ça, on peut le mettre à tous les niveaux. On peut le mettre au niveau de l'argent. On peut le mettre au niveau aussi des valeurs avec les gens. On peut le mettre aussi avec ce qu'on veut créer, ce qu'on veut faire. Puis, pour moi, créer de la richesse est extrêmement important. Et puis, j'ai eu la chance, j'ai été vraiment chanceux dans la vie d'être parti du petit cul qui passait le journal, d'intimidé à l'école, d'être rendu où je suis aujourd'hui. Oui. Puis, j'ai eu la chance aussi de faire ce que Warren Buffett enseignait. Mm-hmm. Autant au niveau de mon entreprise qu'autant au niveau de mon argent aussi. Oui. Bon, il y a certains vont dire c'est parce que j'avais peur d'en manquer. Et puis, je suis un écureuil, puis qu'on aime, ma femme et moi, économiser puis prendre soin. Mais c'est toutes ces réponses-là aussi en même temps. Oui, mais en même temps, ça fait partie de votre profil à vous, de vos valeurs à vous. Puis là, il y a une valeur, il y a une richesse qui s'est créée au fil des années. Une richesse qui s'est créée. Puis là, tu te dis, avec cette richesse-là, comment je peux la partager? Oui. Comment je peux redonner davantage? Puis j'ai toujours donné. J'ai toujours fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, solliciter constamment. Puis tu te dis, le téléphone sonne encore. Comment je vais faire pour lui dire non? Combien je vais donner? Qu'est-ce que je vais faire? Théo qui t'appelle pour qu'elle vienne à son événement. François, tu veux-tu venir, s'il te plaît? Encore elle. Puis là, tu te demandes comment tu vas faire exactement pour redonner. Oui. Et puis, dans mon cheminement à l'École d'entrepreneurship de Beauce, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Lemaire de Cascade. Oui. Puis, puis lui, qui est un grand donateur, et puis il nous remet une plante. Puis il dit, vous devez prendre un engagement aujourd'hui. C'est quoi votre engagement aujourd'hui? Puis moi, mon engagement était clair et sans équivoque. Redonner davantage. OK. Je veux redonner davantage. Sauf que c'est facile à dire, mais comment? Mais comment redonner? Bon, j'ai un côté bleu cartésien, moi, là. Il faut que je structure comment redonner, où redonner, comment faire. Tu donnes peu à beaucoup, beaucoup à peu. Tu donnes juste aux gens qui te le demandent. Tu ne te fais pas de budget. Tu t'en vas où avec ça, cette affaire-là? Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Parent. Avec qui j'ai fait un podcast ici avec Yves Plourde. 2 personnes extraordinaires. Extraordinaire. C'est Yves qui me l'a présenté. Il dit, il faut que tu parles avec Valérie. Ce serait un projet qui l'intéresserait. Oui. Fait que j'ai dit, moi, je voudrais faire un cheminement personnel
Une planification stratégique au niveau philanthropique, puis au niveau personnel, où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux laisser? Ça va être quoi mon leg? Ça va être quoi mon leg? Parce qu'à un moment donné, dans toutes les postures que tu as au niveau de l'entrepreneuriat, à un moment donné, tu penses, c'est quoi mon leg? Qu'est-ce que je veux laisser? Tu veux-tu que ça soit écrit sur ta tombe? Il est venu, il a tout pris, il est parti? Oui. Non. Moi, ça ne m'intéressait pas. Oui. Fait qu'à partir de là, on s'est assis, Valérie et moi, on a pris des blocs de 4 heures. Bon, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux soutenir? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton histoire? D'où tu viens? J'étais encore le petit cul qui passait le journal. Moi, j'étais encore le rêveur. J'étais encore quelqu'un qui rêvait de grands rêves, tout ça. Puis pour moi, à partir de là, on a commencé à structurer. Mais à qui je vais donner, comment je vais donner, où je vais donner, puis ça va être quoi mon budget? Fait que là, dans tes transitions, tu as transitionné vers une posture philanthropique. Oui. Puis tu l'as fait comme tu as géré ta business. Je me suis dit, tant qu'à le faire, je vais le faire de la bonne façon. Exactement. Je vais trouver ma niche. Je vais trouver qu'est-ce que j'aime. Et là, aujourd'hui, il y a une fondation, François Caron, qui existe. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fondation-là? Cette fondation-là, puis un des fondements avec Valérie, c'était faut que je crée de la valeur. Oui. Je peux pas ne pas créer de la valeur. Mais c'était l'essence même de qui tu étais dans ta business. C'est l'essence même de qui je suis. Exact. Et j'ai fait dans ma business et que je fais maintenant, aujourd'hui, au niveau philanthropique. Oui. Je veux pérenniser, je veux créer de la valeur. Puis ma vie est un rêve de fou. Puis je me suis dit, attends, comment je peux faire pour que ça devienne exponentiel? J'en ai vu plein, j'ai vécu plein de rêves de fou. Puis plein qui n'ont pas fonctionné. Aussi, en passant, je pense que j'ai la moyenne au bâton, celui qui a eu le plus de rêves de fou qui n'ont pas marché. Oui. Mais c'était il y en a quand même des pas pires pareils qui ont bien marché. Qui ont bien marché. Ben, comment ça peut devenir exponentiel, cette affaire-là? Oui. Comment je pourrais faire pour participer aux rêves de fou de plein de personnes? Ou leur initier cette envie-là de toi, ce que tu as réussi à faire, à garder, à perpétuer année après année, malgré les transitions. C'est ça. Parce que tu as encore la passion. Puis ça, tu le dis souvent. Tu sais, c'est que tu vas avoir, à l'aube de tes 60 ans, tu es encore passionné puis tu as encore le goût de créer de la valeur. Tout le temps. Ça ne me lâchera pas, j'ai l'impression. Je suis un bâtisseur. Et puis, pour moi, c'est hyper important. Puis de faire vivre ce rêve de fou-là. Puis l'étincelle est là chez tellement de jeunes en ce moment. Oui. Il manque juste un peu de gaz à mettre dessus, puis ça va partir, cette affaire-là. Là. Fait que là, tu as choisi la jeunesse. J'ai choisi principalement une région. Une région? Une région. Je me suis dit, OK, attends, là, je veux saupoudrer un peu partout de l'argent, ou, tu sais, parce que à un moment donné, ton budget est limité. Là. Oui, oui. Où c'est que je peux avoir le maximum d'impact? Et puis moi, là, ma région me donnait tellement. Ma région, c'est où j'ai mon entreprise, à Saint-Jérôme. Oui. Qui est une belle région, en effervescence incroyable. Et puis, cette région-là m'a donné, j'ai vu, mes employés sont venus de là, la région m'a soutenu. Et puis, je me suis dit, c'est la région que je veux choisir. Oui. Je vais choisir Saint-Jérôme. Je vais choisir des organismes bien ciblés où je veux redonner. Des organismes qui, pour moi, prônent le dépassement de soi. Parce que pour moi, un rêve de fou, c'est le dépassement de soi. Exact. C'est d'aller plus loin. C'est de se dépasser. Oui. C'est d'aller plus loin. Fait que principalement, les organismes que je soutiens dans ma région, c'est des organismes qui soutiennent le dépassement de soi, d'aller plus loin. Fait qu'on prend, ma femme et moi, on prend un budget et puis on détermine exactement combien on va donner puis combien on va soutenir sur une base régulière. Oui. Ils vont pouvoir compter sur nous comme donateurs. Il n'y a rien de plus difficile pour un organisme à but non lucratif d'avoir des dons qui rentrent pas, puis tout ça. As-tu une permanence ou pas? Oups, t'as plus d'argent, t'as plus... Écoute, oui, je sais c'est quoi. C'est extrêmement difficile. Oui. Fait que je veux une implication qui est long terme. Hein, puis le pérenniser, pour moi, revient souvent dans mon langage, dans mon vocabulaire. Tu as trouvé ces organismes-là. On a trouvé ces organismes-là qu'on soutient. Puis, les jeunes. Oui. Pour moi, les jeunes, je me revois en eux. OK? Je me revois en eux dans les jeunes, dans la génération d'aujourd'hui, la génération Z, qui sont extraordinaires. Okay? On peut dire ce qu'on veut. Toi, tu vois du beau. Moi, je vois du beau. Puis là, je veux faire un parallèle avec moi quand j'avais cet âge-là. Oui. Okay? Je suis né en 1966. Au milieu des années 60,
ça a été le début de la génération X. Donc, je suis dans les premiers de la génération X qui passent après les baby boomers. Oui. Les baby boomers, eux autres, là, ils ont pris tous les emplois, les jobs, ils ont tout pris au passage à cette époque-là. Puis quand la génération X est arrivée, ils ont dit, ben dommage, il ne vous reste plus rien. Oui. Puis de toute façon, vous n'avez pas ce qu'il faut. Puis vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment. Puis vous êtes ci, vous êtes ci, vous êtes ça. Puis il vous manque ci, vous manque ci, vous manque ça. Puis nous autres, on est si bons, si fins, puis si, c'est ça. Ça te rappelle-tu un langage qu'on entend en ce moment? Là? La seule différence, c'est le mot écran cellulaire qu'il n'y a pas, là. Oui. Mais c'est exactement le même message qu'on entend aujourd'hui sur les jeunes. Oui. Qui sont pas ci, qui sont pas ça, qui lui manque ci, qui lui manque ça. Oui. Il y a juste le mot cellulaire qui est rajouté aujourd'hui, puis réseaux sociaux. Mais c'est exactement la même chose. Mm-hmm. Puis moi, j'étais au début d'une génération qui était réprimée puis qui disait « T'auras pas d'avenir, tu n'auras pas de chance. Taux de chômage de 13 %, tous les emplois sont pris, il n'y en a plus de jobs. Là. Tous les bons jobs ont été pris. Là. À moins que tu aies du pushing pour rentrer à Hydro-Québec. » C'était ça, moi, dans le temps. Là. C'est ça. C'était bon, tu rentres là. C'est ça. Mais fait que ça a été ça. Puis aujourd'hui, quand j'écoute le message qu'on dit à propos des jeunes, ben, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça que moi, les jeunes que je côtoie. C'est pas ça que tu vois. C'est pas ça que je vois. Parce que là, avec la Fondation, tu as la chance de côtoyer des jeunes. Oui. Puis là, j'aimais tantôt la statistique que tu nous disais. Tu as choisi la ville de Saint-Jérôme. Tu as décidé d'aider des jeunes. Bien, la région. Là, de faire rayonner les jeunes. De faire rayonner les jeunes. Oui. Que ce soit autant secondaire, cégep, université. Ben, j'ai créé les bourses Un rêve de fou. OK. Comme je Raconte, disais, c'est quoi ça? Ben, tu sais, moi, c'est un rêve de fou. Puis je rencontre plein de jeunes, puis ils ont plein de rêves de fou. Quand tu prends le temps de les écouter puis de leur parler, puis que là, les yeux viennent tout pétillants, puis ils te parlent de leurs rêves, là. C'est incroyable, là. Ils sont allumés, ils sont brillants. Fait que moi, je me suis dit, j'aimerais ça créer les bourses Un rêve de fou dans ma région. Fait que dans la région de Saint-Jérôme, on a le Centre de services scolaires Rivière-du-Nord, qui compte 9 écoles secondaires. Puis là, je parle du Grand Saint-Jérôme, là, parce qu'ils ont 9 écoles secondaires, dont la plus grande polyvalente au Québec est à Saint-Jérôme. OK. Et puis, on a une école secondaire privée, l'Académie La Fontaine. On a aussi un cégep, qui est un très gros cégep, le cégep de Saint-Jérôme, dans lequel je suis déjà très impliqué. Et puis aussi, il y a l'université l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, le campus de Saint-Jérôme, qui a 2600 étudiants. Okay. Fait que c'est beaucoup de monde. Fait que là, je regarde tout ça, puis... Pour une population, tu disais de 85 000? On est 85 000, là, tu sais, dans le Grand Saint-Jérôme. Mettons qu'on est 100 000, il y a 20 000 étudiants que ça représente, tout le secondaire. C'est quand même 20 on s'entend, là. C'est énorme. Hey, tous ces jeunes-là qui sont là, c'est incroyable. Moi, je me dis, comment je peux les faire rêver? Comment je peux mettre les rêveurs ambitieux, comment je peux les mettre en vedette? Oui. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'eux? Comment est-ce qu'on peut les faire rayonner dans la région? Puis là, je suis beaucoup impliqué au niveau du cégep, au niveau de la fondation du cégep, puis au niveau du quartier général de l'Audace, qu'on aura l'occasion de parler, pour les jeunes entrepreneurs au cégep. Et puis, mais comment est-ce que je peux faire rayonner ces jeunes-là? Bien, je vais créer la bourse Un rêve de fou. Fait que là, imagine-toi, j'ai réussi à asseoir à la même table, vraiment, là, la direction du Centre de services scolaires, l'Académie La Fontaine, le cégep, l'université qui habituellement se parlent, mais ne se côtoient pas vraiment. Puis là, je leur dis, moi, je veux partir une bourse où il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'école. Il y a juste le rêve de fou qui compte. Puis moi, je veux que ça soit offert autant aux jeunes là, à partir du secondaire 1 jusqu'à la maîtrise, là, à l'université. Là. Oui. Ton rêve de fou, là, je veux savoir c'est quoi. Puis on va le mettre de l'avant. Fait que c'est ce que j'ai voulu vraiment faire rayonner dans ma région. Et puis, tout le monde a embarqué. Tout le monde a cru à mon rêve de fou. Puis encore une fois, c'est de demander de l'aide. Moi, je leur ai dit, je ne sais pas comment faire. Moi, les centres de services scolaires, je ne connais pas ça. Là. Ouais. Les écoles non plus. Là. Comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Pouvez-vous m'aider? J'ai tendu la main. Tout le monde m'a tendu la main. Ça a été extraordinaire. Fait qu'on l'a mis sur pied l'automne dernier. On a eu 479 inscriptions. Wow. C'est au-delà de mes espérances. Ça, c'est ceux qui ont été retenus. Parce qu'il y en a plein qui ont moins été retenus. Et puis, chaque école avait un nombre de bourses attitrées selon le nombre d'étudiants. Fait que certaines écoles, c'est 2, d'autres, c'est 6, d'autres, c'est 10. Et puis, il y a des comités qui se sont créés pour déterminer c'est qui mon rêveur de fou dans notre école. C'est qui qu'on va mettre de l'avant. Et puis, il y en a 80 qui ont été choisis. C'est 80 bourses qui étaient données. En fait, je dis 80, mais c'est 81.
Parce qu'il y a des jumelles là-dedans, puis je dis, une de plus, une de moins. Moi, là, c'est parfait, Regarde, let's go, on y va. 2 entrepreneurs incroyables, en plus, sont au cégep, c'est des jumelles. Ils disent, regarde, on les prend toutes les deux. Et puis, pour moi, d'avoir parti ça, c'est une start-up philanthropique. Oui. C'est une start-up. Hein? Moi, j'ai créé... Tu te réinventes comme t'aimes. J'ai réinventé comme j'aime, et puis j'ai inventé un modèle d'affaires philanthropique, et j'ai même mis du capital de risque philanthropique. Oui. Que j'appelle. Fait que j'ai investi là-dedans. Puis là, à partir de là, ben, je me suis mis... J'ai jamais été sur les réseaux sociaux, à part LinkedIn depuis 1 an. Fait que j'ai embauché des jeunes avec moi, puis j'ai dit, on va tourner des reels dans les écoles, et puis on va interviewer les jeunes. C'est quoi ton rêve de fou? On va faire des vox pop. Ça a été extraordinaire. On a eu plusieurs centaines de milliers de vues. C'est extraordinaire. Il y en a encore qui passent sous le thème rêve de fou sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rêve de fou, c'est pas juste un rêve, mais c'est un rêve de fou qui pour toi est peut-être impossible, mais tu veux, oui, avec la bourse, que ça devienne possible. Ben exactement. Puis moi, je recherche des rêveurs ambitieux. Là. Attention, là, pas quelqu'un qui rêve sur son fauteuil, puis le matin, quand ça arrive, ben, il reste assis sur son fauteuil, puis il ne s'aide pas. Là. OK? Ton rêve de fou, là, il y a juste toi qui es responsable de ton rêve de fou. Il y a juste toi qui peux faire en sorte que tu le fais avancer ou pas. J'ai pas dit que tu le réalises, hein? Tu le fais avancer. J'ai plein de rêves de fou que j'ai fait avancer dans ma vie puis qui n'ont pas marché. Sauf que ça t'a permis comme le passer le journal, ben ça t'a permis d'amener... Tout le temps. Exactement. J'explique un mentorat aux jeunes, c'est le parcours du singe. OK. Ce qui veut dire? Tu te lances d'une liane à une autre. Ah. Donne-toi un swing. Oui. Attrape la prochaine liane. Elle s'en va peut-être pas dans la direction que tu aimerais. Oui. Mais elle va t'emmener ailleurs. Exactement. Ouais. Elle va peut-être casser ta liane. Elle est peut-être pas assez solide. Tu te relèveras. Donne-toi un swing. T'es capable. Ah, j'aime ça. Vas-y. J'aime cette image-là. C'est une belle image. Puis à chaque fois que j'explique ça à un jeune, oui, mais c'est pas nécessairement vers là, je veux m'en aller. Parce que les jeunes ont l'anxiété de performance, puis ils veulent tout de suite avoir comme du succès comme jour 1. C'est comme, mais oui, mais comment ça marche pas pour moi? Oui, mais attends une minute, là. C'est comme... Hey, je reviens à Warren Buffett, hein? Oui. Le temps. Le temps. Puis on est pressé. Oui. Les jeunes sont pressés. Prenez votre temps. C'est une vie au complet que vous avez à bâtir. Fait que là, pour mettre de l'avant ces beaux jeunes-là, tu as encore une fois créé un événement qui va avoir lieu le 22 avril au Théâtre de Saint-Jérôme. Comment s'appelle le théâtre? Le théâtre Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Fait que Saint-Jérôme, c'est une ville en pleine évolution qui est vraiment extraordinaire. Puis on a un super théâtre au centre-ville, flambant neuf, 860 places, vraiment beau, des gens qui gèrent ça, qui sont extraordinaires. Moi, j'ai été les voir, puis je leur ai dit, écoutez, j'ai un rêve de fou. Oui. Je pars les bourses, un rêve de fou. Et puis, j'aimerais ça. Vu que c'est un rêve de fou, c'est pas une cérémonie de remise de prix que je veux faire. C'est un spectacle, une célébration du dépassement de soi. Oui. Je vais avoir 81 personnes avec moi qui le font, qui l'ont fait puis qui mettent leur rêve de l'avant. Je veux créer un spectacle, quelque chose d'extraordinaire. Et ils m'ont écouté puis ils ont dit, on embarque, nous autres aussi. Bon. Encore une fois, tu as demandé. J'ai demandé. Et tu as le cégep qui a embarqué. Pas le cégep, le théâtre qui a embarqué. Gilles Vigneault. Avez-vous un metteur en scène? Quelqu'un qui va me créer vraiment là, quelque chose de fou. Ils ont dit, ben oui, Maxime Charbonneau, le metteur en scène. Ses enfants vont à l'école dans la région aussi. Puis on va y en parler. Je suis sûr qu'il embarque. Maxime, quand il entend cette histoire-là, il dit, hey, j'embarque, c'est pour moi. Là. Fait que j'ai dit, montre-moi là, un spectacle, un rêve de fou. Là. Je veux faire rayonner les jeunes de ma région. J'ai dit, moi, je le vois dans ma tête, là, je le rêve, là, je le vois. Ça fait 3 ans que je le vois. Là. Ça fait 3 ans que je prépare ça. Ça fait 3 ans que je le vois, là, que je suis sur scène, puis j'ai 80 boursiers avec moi. Sur scène. Je veux les faire rayonner. Je veux qu'on les voit. Je veux qu'on les prenne en exemple. Puis je veux donner tout un spectacle, tout un show. Fait qu'il a monté un show. Écoute, Roxane Bruno va être avec nous autres. Génial. Écoute, s'il y en a une qui avait un rêve de fou dans la vie, là... C'est elle, puis elle est très appréciée des jeunes, puis... Elle l'a fait à sa manière. Oui. Comme dit sa chanson. Oui. Elle l'a fait à sa manière. Elle va être avec nous autres. Alexandre Poulain, un autre chanteur extraordinaire québécois, Génial. Qui va être avec nous autres, qui va venir chanter, entre autres, une de ses belles chansons, L'écrivain. C'est une chance de l'écouter.
qui porte vraiment sur les jeunes, se faire confiance, aller plus loin. Et puis, on va avoir aussi Renée Watkins, qui est de notre région, de Saint-Jérôme, qui a gagné la voix. S'il y en a une aussi qui a vécu son rêve de fou, c'est bien elle. Puis Alpha Rococo qui va être là. Imagine-toi, là, on a tous ces gens-là. On a les musiciens qui sont sur scène, on a les 80 boursiers. Dans la salle, on a toutes les familles qui sont là, des boursiers. Wow. Puis on a vraiment aussi tous les gens de la communauté vraiment scolaire, de la région. Tout le monde va être là. Et puis, on va célébrer le dépassement de soi. On va faire de quoi d'extraordinaire. Ben, c'est ça. Parce que mon but, c'est de développer des détecteurs de rêveurs, que j'appelle. C'est ça. Pour moi, dans ma vie, si je n'avais pas eu des détecteurs de rêveurs, des adultes significatifs qui m'ont dit « Hey, François, sais-tu que tu as tel talent dans la vie? Sais-tu que tu es un leader? » Je ne le savais même pas. Oui. Sais-tu que tu as du talent avec tes mains de faire telle ou telle chose? J'ai eu des gens qui ont détecté des choses en moi que je ne voyais pas, que je pensais que c'était naturel. Tout le monde a ça. Puis même à ça, avec mon cheminement personnel, d'où je viens, mais j'avais de la misère à croire que j'avais ça, que c'était vraiment un talent. Oui. Puis ces gens-là m'ont mis en lumière. Vas-y, t'es capable. Pour moi, c'est des détecteurs de rêveurs. Vraiment des adultes significatifs. Oui. Et puis, c'est la question à se poser. Es-tu un adulte significatif dans ton entourage? Pas juste tes enfants. Non, exact. Mais dans ton entourage. Oui. Es-tu la petite bougie d'allumage? Et puis, à partir de là, de développer ces détecteurs de rêveurs-là, puis aussi, après ça, d'avoir des supporters de rêveurs. Oui. Parce qu'il va y en avoir 860 dans la salle des supporters de rêveurs. Oui. Hein, du monde qui disent, t'es capable, vas-y. Puis cette étincelle-là, dans le fond, le feu d'allumage que tu es en train de faire, tu allumes l'étincelle. Je serais curieuse de voir dans 20 ans ces gens-là vont être où, puis la contribution que tu vas avoir eue. Je suis content que tu en parles parce que aussi, une des choses que je fais, tu connais l'école d'entrepreneurship de Beauce, on en a parlé tantôt, il y a le camp d'été qui s'appelle le CID, le camp d'entrepreneurs en devenir, qui a lieu à tous les étés en Beauce. Et puis, ça dure une semaine. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'envoyer mes gars, là. Mes deux garçons, ils ont été là quand ils avaient 16 ans, 17 ans. Ils sont revenus de là. Une transformation en une semaine, j'ai fait « Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? » Oui. Puis ça, c'est avant que moi-même j'aille à l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est comme ça que je l'ai connu, l'école. Okay. Je les ai envoyés là-bas avant ça. Puis là, j'ai dit je peux pas laisser ça comme ça. Fait que puis c'est quand même assez dispendieux. Fait que je vais donner 2 laissez-passer. Je vais aller dans une école, l'école où mes gars vont, puis je vais parler d'entrepreneuriat dans la classe d'entrepreneuriat, puis je vais donner 2 laissez-passer pour l'été. Je vais faire tirer ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, je me suis assis avec les gens de l'école, puis j'ai dit, écoute, j'ai un rêve de fou. Moi, je veux financer une cohorte complète. 32 jeunes que je vais envoyer, puis ça va être 32 personnes de ma région. Je vais faire le tour des écoles. Vous choisirez lesquelles dans tous ceux qui font application. Je vais envoyer une cohorte complète. Ils m'ont regardé avec un petit sourire en coin. Ils m'ont dit, une cohorte complète, tu vas payer pour 30 personnes que tu ne connais pas. Ouais. C'est ce que je veux faire. Puis j'ai commencé comme ça à envoyer des gens de là-bas. Et puis cet été, c'est la 3e cohorte que j'envoie, que je finance. Fait que c'est principalement pour tous les gens de ma région, de la grande région de Saint-Jérôme. Ça leur fait découvrir une autre région. Effectivement. La Beauce, ma région. Ta région en plus. Mais c'est de voir aujourd'hui, puisque tu dis les retombées. Oui. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui m'appellent et qui me disent j'ai parti mon entreprise. Oh my God. Ça doit te donner des frissons, là, François. Là. Ça, c'est le summum. Écoute, ça, c'est le retour sur ton investissement. Écoute, ça comme ça se peut pas. Il y en a un, je ne peux pas le nommer, qui est allé là-bas il y a 2 ans. Eh bien, il a été filmé au Dragon cette année. Il va passer dans une des épisodes qui s'en viennent. Je ne peux pas le nommer parce que c'est encore secret, ça n'a pas passé encore. Mais il passe au Dragon. C'est extraordinaire. Tous les témoignages que j'ai de jeunes comme ça, qui étaient vraiment le petit coup de pouce à un moment précis dans leur vie. Puis moi, ça me rappelle tous ceux qui l'ont fait pour moi. Oui. Puis que je n'ai pas pu remercier. J'ai pas pu dire merci. J'ai pas pu, ou je leur ai dit merci, mais je n'ai pas pu leur rendre l'appareil. Aujourd'hui, je le fais avec les autres. Tu le fais, puis ce que j'aime de ce que tu amènes, François, puis j'aimerais ça qu'on conclue là-dessus parce que ça fait déjà plus d'1 heure, puis on pourrait parler des heures et des heures et des heures, c'est que tu as trouvé un moyen
dans tes valeurs profondes à toi, de ton être, qui est François, tu as toujours vécu des transitions. Puis là, tu as une transition philanthropique, mais qui répond à l'essence de qui tu es. Et là, tu redonnes, mais il y a quand même un message que j'aimerais qu'on envoie aux entrepreneurs qui ne donnent pas assez. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis moi, je vois la différence. Quand je suis en coaching, je vois la différence. Un entrepreneur qui met tout dans ses poches est beaucoup plus malheureux, self-centered, narcissique, puis cherche, puis ça va pas, que l'entrepreneur qui donne au suivant, qui a une cause philanthropique pour son organisation, ou personnellement, il y a un état d'être, d'âme qui est complètement différent que quelqu'un qui pense juste à lui et à s'enrichir. Je le vois partout. On dit, oui, je donne. Ouais, tu donnes 5 000 $, c'est un chèque. Il n'y a pas de réflexion comme tu as fait. Il n'y a pas de niche précise de comment tu veux aider. Il n'y a pas de... Tu sais, fait qu'il n'y a pas de message clair que tu veux lancer. Fait que c'est quoi le message qu'on peut lancer aux entrepreneurs pour qu'ils puissent s'organiser comme ça et qu'on donne plus à la philanthropie, tu sais, qu'on soit plus philanthrope? Ben, la première chose, je ne peux pas être dans le jugement. Non. Ça appartient à chaque personne. Exact. Puis... Moi, j'étais-tu dans le jugement? Oui. J'étais dans le jugement. Mais c'est juste que je voudrais tellement qu'on aide plus. Tu sais, on va le dire comme ça. Puis je m'excuse, je ne voulais pas offenser personne. Mais, d'accord. C'était pas mon but non plus. C'est ça. Non, je comprends. Mais comment qu'on peut, en fait, inspirer et inciter les gens à créer des belles histoires comme toi, alors qu'il y en a plein d'entrepreneurs qui ont les moyens? Tu sais, la philanthropie première, ça s'appelle les impôts. Oui. C'est une obligation. Oui. C'est la façon qu'on a trouvé en tant que société de redistribuer de la richesse. Oui. De s'offrir un système de santé éducatif donné aux plus démunis. Puis ça, c'est obligatoire, puis ça, c'est cérébral. Oui. Ça vient de là. Il faut que je fasse mes impôts. C'est pas moi qui décide. Puis c'est comme ça. La philanthropie, ça vient du cœur. OK. La philanthropie, ça vient du cœur. Puis tu as 3 choses que tu peux donner dans la vie. Tu peux donner des sous. Tu peux donner de ton temps. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour donner de ton temps. Mm-hmm. Puis tu peux donner de ton talent. Oui. Tu en es une preuve, Cléo, tu donnes beaucoup de ton talent. Hein? C'est ce qui est de plus précieux que tu redonnes. Puis souvent, les gens me disent, ben c'est encore plus précieux le talent que je redonne, mon histoire, le temps que je prends pour aller dans des écoles, le temps que je prends pour faire du mentorat avec des jeunes, le temps que je prends pour redonner autour de moi, et puis de donner une parole, de donner une tape dans le dos, un encouragement. De dire, t'es capable, vas-y. Oui. Hein? Et c'est plus puissant que l'argent que je peux donner. Fait qu'à partir de là, chaque personne est libre de décider qu'est-ce qu'il redonne dans ces 3 éléments-là. Oui. Mais bref, ce que tu nous dis, c'est que tout le monde a la capacité de... Tout le monde a la capacité. C'est pas une question, ben toi, tu as des sous, ben tu peux. Oui. Non, c'est au-delà de l'argent. Oui. C'est dans l'intention. C'est dans le cœur. Oui. C'est là que tu donnes. Ben qu'est-ce qui te tient à cœur? C'est quoi ton legs? Qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux laisser dans la vie? Ben, j'incite les gens à avoir cette réflexion-là profonde. Oui, c'est un très bon point. J'aime beaucoup le mouvement qui est parti à Québec, qui s'appelle Les Charitables. Il y a un groupe d'entrepreneurs à Québec qui ont dit, regardez la philanthropie au Québec, puis ils ont dit, ben, un peu comme tu dis, le même constat, hein, on ne donne pas assez au Québec. Oui. On est dans ceux qui donnent le moins au Canada. Pourquoi? Pourquoi exactement? Puis ils disent, ils ne sont pas dans le jugement, ils ne disent pas, ben, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais ils encouragent à. C'est un mouvement. Ils encouragent le mouvement, le mindset, la pensée. Puis je pense aujourd'hui, tu nous as bien démontré la structure et quelle réflexion on peut avoir en cohérence avec notre ADN, nos valeurs, et de dire, ben attends, là, il peut avoir un impact encore plus grand. Et le 3e livre que j'ai traduit, là, Le leader en nous de Warren Ruston. Extraordinaire. C'est carrément ça. C'est comment vivre une... C'est beau dire que tu as réussi, c'est beau dire que tu prends soin de toi, mais en même temps, comment tu deviens un leader d'impact. Mais aujourd'hui, François, là, c'est extraordinaire tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, là. Merci. Je te remercie beaucoup, puis ça fait du bien, cérébral, réfléchi, décortiqué. Merci d'avoir pris le temps vraiment avec nous. Et en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'a pas eu le temps peut-être d'effleurer, mais qui est important pour toi?
J'aimerais te laisser le message. Je sais que tu n'en as pas besoin. Mais j'aimerais ça laisser le message à tous les gens qui nous écoutent. Ce que je répète aux jeunes constamment. Crois en toi. Tu es meilleur que tu penses. Tu es capable. Pas grave, même si ça ne marche pas. Oui. C'est pas grave. Tu te relèveras. Entoure-toi. Demande de l'aide. Il n'y a personne qui va vivre ton rêve de fou à ta place. Exact. Tu as le droit de rêver encore. Parce qu'il y en a qui ne rêvent plus. Pour toutes les raisons que la vie les a emmenés. Rêve. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer ton rêve? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Exact. Là, je ne peux pas terminer en disant c'est quoi ton grand rêve de fou dans 10 à 30 ans, François? C'est que les bourses un rêve de fou deviennent à travers le Québec. OK. Moi, je parlais de ma région en ce moment. Oui. Et puis, je suis en train de monter ça dans une vision que je voudrais que ça devienne à travers le Québec. Je cherche d'autres fous comme moi, que j'appelle des rêveurs en chef. Oui. Hein? Je cherche d'autres rêveurs en chef comme moi qui vont dire, moi, je prends ma région. Oui. Je vais être un modèle significatif pour ma région, pour les jeunes. Et puis, je veux implanter un rêve de fou dans ma région. Fait que je lance le message à tous les entrepreneurs qui se sentent interpellés, communiquez avec moi. Exact. On va mettre les informations dans les notes de l'épisode pour te rejoindre. Et si les gens, mettons qu'il y a un entrepreneur en chef qui dit « Hey, ça m'interpelle », est-ce qu'on peut aller à l'événement le 22? Bien, certainement. Oui. Ça va me faire plus que plaisir. 22 avril. Fait qu'on va avoir les informations dans les notes de l'épisode. On va mettre ça sur nos réseaux sociaux, hein, François? Tous les réseaux sociaux. Hein? On va avoir des beaux teasers, là, des beaux reels qu'on va faire avec ça. Je te remercie infiniment de ton temps. Vraiment apprécié. Moi, ça me fait du bien à l'âme d'avoir des belles conversations comme ça, François. C'est comme... Je trouve que c'est ça le vrai succès dans la vie. Fait que merci, tu m'as fait rêver ce matin. Merci à toi, Claude. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'Hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.